matin. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Coucou, c'est nous! T'as-tu mis tes lunettes avant la montre? Oui, c'est ça. Bonjour, ça va bien? Ah oui, on y va bientôt, mais parce que je suis occupé, je suis en entrevue, c'est parce qu'il y avait besoin du number one, puis ça donne que c'est moi. Alors, vous venez de voir Shrink, qui est un des personnages également, qui est un des frères d'armes de Papy. On va commencer dans pas grand temps. OK, il n'y a pas de problème. Je que je vais vous rejoindre, mais parce que je suis présentement en entrevue, c'est parce qu'il y avait besoin du number one, puis c'est moi. Papy. Que t'es demandé Sur le plateau? sur le plateau. Oui, puis Il n'y a pas de problème. tu veux que ça tente, c'est parce qu'on attend après toi. Ben, je vais aller te rejoindre, mon beau papy, mais il n'y a pas de problème. Ils vont attendre de toute façon parce que je ne sais pas si je le répète, là, mais je suis comme le number one. Je suis comme le personnage. C'est à moi, mais je m'excuse beaucoup. Ah non, vous venez de rencontrer le number two, là. Ça en prend un premier, puis ça en prend un deuxième. Alors là, vous venez de voir Tank et Papy. Et vous allez sûrement voir Mo apparaître à un moment donné. Ah ben voilà! Ben voilà le travail! Mo qui est également... Laisse ça, je vais faire moi les présentations. Et là, tu pars sur le set. Ah ouais, mon mot me doit de l'argent, mon mot me doit de l'argent. Lave-là ta crise de pierre. Non, mais les bons comptes font les bons amis. C'est... Bon. Alors, je vous présente Isabelle Drolet. Ils me connaissent, Qui joue le personnage de Lou. Oui. On fait la scène, là. Alors, on nous attend. Oui, ils vont attendre toujours. Ils sont obligés toujours d'attendre après le number one, à défaut de le répéter. Là, je suis comme le personnage principal. T'sais. Alors, vous venez de voir une partie de la distribution de Bum Rush. Alors, vous n'êtes pas... Manu, le réalisateur, me donne de la merde. T'as une scène à tourner. Alors, vous venez de voir une partie d'équipe technique, une partie des acteurs, une partie de toute cette belle gang de joyeux lurons. Mais pour en revenir à notre conversation où on était, et c'est ça, et alors le kid décide de se monter une gang. Qu'est-ce que tu fais là? T'attends depuis tantôt. Silence, s'il vous plaît. On va commencer à accélérer dans la journée. Vous allez vous en rendre compte. On va essayer d'aller aussi vite que le soleil descend. Silence. Caméra prêt. Moteur. Ça roule. Action! En fait, ça fait des semaines et des semaines qu'on se prépare. On est parti un peu sur des chapeaux de roue. Comment je pourrais dire? C'est un film immense. Pour un film non financé, c'est immense. On ne sait plus trop combien de gars de gang de rue, combien de motards, encore une fois, combien c'est un film immense à gérer. On est une très petite équipe. Alors, Louise a fait un travail extraordinaire parce que Louise, elle porte plusieurs chapeaux, productrice à la coordination, elle fait le travail de comptabilité, elle fait tout. Et c'est grâce à elle si le film peut se faire en ce moment. Ce film-là n'est pas financé par les institutions. Il n'y a aucun argent qui provient de Téléfilm Canada ou de la SODEC. C'est Michel Jeté et moi-même qui avançons les argents pour produire ce film-là. Et aussi, tous les gens qui embarquent dans le film, que ce soit un électro, que ce soit un directeur photo, que ce soit un comédien, ils embarquent de façon volontaire et ils sont considérés comme des investisseurs, en fait. Et ce qui leur serait normalement payé dans une production, disons 30 000 $, est calculé sur un budget de 1,5 million et ça donne un pourcentage X qui leur donne droit à avoir une part sur tous les revenus du film, que ce soit au box-office, les ventes télé, internationales, etc., etc. Et l'autre chose qui est de particulier, c'est que Michel Jeté et moi-même, on a fondé notre propre boîte de distribution, qui fait qu'en distribuant nous-mêmes, on peut avoir le contrôle sur la distribution. Et l'autre chose aussi, c'est que normalement, le distributeur va se prendre une commission sur chaque, disons le box-office, ils prennent 35 %. Ça ne fonctionnera pas comme ça avec Forban Film, qui est le nom de la boîte de distribution. C'est qu'il n'y aura pas de commission qui va être prise par le distributeur. C'est que tous ces argents-là vont être distribués en tous les investisseurs qui ont participé dans le film, selon le pourcentage qu'ils ont
chacun. C'est 15 sur un quatrième. Au départ, Michel voulait que ce soit un film qui soit un peu une approche documentaire, qu'on ait un minimum d'artifice, une équipe la plus réduite possible. Il fallait trouver des locations dans lesquelles on pouvait tourner à peu près avec l'éclairage qui existe ou avec très peu d'éclairage parce que justement Michel tenait beaucoup à ce que ça soit le plus simple possible et que le film ait un côté, comme c'est un sujet qui est actuel, c'est-à-dire il se passe dans le milieu à peu près ce qui se passe dans le film ou vice-versa. Et donc, pour lui, c'était important qu'il y ait une espèce d'approche documentaire qui était toujours un petit peu artificielle finalement parce que veux pas, comme par exemple quand on tourne ici, c'est un bar qui fonctionne dans la vraie vie, mais qui est la première fois que Michel m'a amené ici, il m'a dit on va-tu pouvoir tourner avec la lumière disponible, mais c'était vraiment pas possible. C'est un bar qui est très foncé, on allait avoir des gens avec la peau foncée et tout ça, donc il a fallu rajouter. C'est important de tourner sans trop découpage pour garder naturel parce que c'est pas des gens qui sont capables. Certains ont beaucoup de facilité, mais c'est pas leur métier d'être capable de répéter d'une prise à l'autre la même chose. Et de cette façon-là, en faisant des two-shots, au lieu de séparer chacun des personnages, pour lui, c'est important de garder le côté vrai, l'improvisation que ces gens-là nous apportent souvent, qui est vraiment, surtout les gens qui jouent les rôles de membres de gang, ont une espèce de talent d'improvisation, puis puis il y a une certaine vérité, je pense, qui sort de tout ça. Silence, s'il vous plaît. Tout le monde regarde l'arrestation. Caméra prêt? Je suis là. Oui, c'est parti. Action, mademoiselle. Ayant travaillé pendant 12 ans comme portier, comme doorman, si tu veux, dans les bars, j'ai pas mal fréquenté toutes sortes de bars, sauf j'ai jamais voulu travailler dans un bar de danseuses, pour X raisons. Alors, mais j'ai travaillé dans des bars, des discos, des pianos de bar. J'ai travaillé aussi dans un bar à caractère assez particulier, assez spécial à l'époque qui s'appelait le Satan. Oh, je vous parle de ça début des années 80, fin des années 70-80, fin des années 70. Alors, c'était un club de 300 personnes à peu près, puis c'était une clientèle qui était assez sauvage, assez particulière, assez spéciale. Alors, disons que je travaillais, mais j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans ce bar-là, et c'est drôle, c'était un bar où il y avait beaucoup de motards qui se tenaient là, une clientèle comme ça. Et en 1 an et demi que j'ai travaillé là, j'ai probablement été chanceux, j'ai jamais eu de bataille majeure, j'ai jamais eu rien qui s'est passé durant le temps que je travaillais là. Mais ma façon de travailler, c'était comme avec des enfants. Il faut que tu sois bon, mais ferme. Tu viens d'arriver, tu sors de ça ici, OK? Vous autres, les boys, vous êtes un petit peu plus loin, OK? On va commencer là pour voir, pour commencer. OK? Action.
Loose Cannon arrive, il ne marche pas trop vite. Vous autres, vous arrivez. Là, tu sors ton gun. C'est là que tu vois. Là, pow, pow. Non, non. Alors, quand il fait pow, pow, vous autres, ce que vous faites, c'est que vous allez, de façon naturelle, vous cacher. Parce que s'il fait boum, boum, puis tu fonces ça. Non, c'est parce qu'il va manger le coup de bouteille après. Parce que sans ça, ça n'aurait aucun sens. Puis il fonce dessus, bing, bang, c'est fini, tu sais. Bang, bang, voilà. Lou, elle arrive. Là, toi, à ce moment-là, tu vas continuer à viser. Bang. OK, vas-y. Paf. Là, ici, c'est comme ça. À ce moment-là, OK, c'est là que Papy arrive. Monsieur arrive là. Bang. Bang. Excuse-moi. Oh, excuse-moi. Vas-y, continue. Bang, ici. Et lui, ça va vers le kid. Loose Cannon se repogne. Il fait random. Bang, bang, bang. C'est là qu'il pogne la serveuse, qu'il va pogner la danseuse ici. OK? En s'éloignant, il va dire... C'est quoi tu dis? You're dead man. You fucking dead man. You fucking dead man. Et c'est là, après ça, que Loose Cannon fait... Let's go. Let's get out of here. OK? Mon personnage dans le film, c'est Loose Cannon. Je suis le vilain. Je suis le mauvais du film. I'm the bad guy. Je suis le mauvais, là. Tu vas voir le film, puis tu vas dire, OK, tu m'aimes pas dans le film, tu sais, je veux dire. Quand il m'a présenté l'idée, moi, je me dis tout de suite que je voulais être dans le film. Je savais pas que j'allais avoir le rôle de Loose Cannon, mais j'étais prêt pour faire même figurant dans le film. Tu sais, je veux dire, comme, c'était vraiment un bon concept. Puis c'est un premier fait que ça va faire beaucoup de bruit, là, tu sais. Le film, avec toutes les clics différents, qu'ils essaient de prendre le pouvoir quand la grosse clique s'est faite descendue par la police, tout ça. C'est assez proche à la réalité, là. Il y a des choses comme ça qui se passent dans la vie souvent, là, tu sais. C'est immense. C'est évident qu'on a une toute petite équipe. On est understaff là, de façon assez chronique, si on peut dire. Il manque de monde. On a toujours beaucoup de gangs à contrôler, énormément de gens. Comme aujourd'hui, il y a 80 personnes sur le plateau ou pas loin. Alors, on est très peu à contrôler tout ça. C'est vraiment un film qui est toujours on the edge. Là. On peut toujours se retrouver d'une journée à l'autre à manquer quelqu'un qui se présente pas. Comme là, on attend près un de nos personnages, Lily, la jeune dame, est tombée malade un peu cette nuit, puis a de la misère à se lever, venir nous rejoindre sur le plateau. Alors, ça hypothèque une partie de notre journée. On espère toujours qu'à chaque jour, vu que c'est des gens, c'est des comédiens, des non-comédiens non rémunérés, que les gens se présentent. Et les gens se présentent en général, c'est ça qui est extraordinaire. Je veux dire, ça se fait, les gens participent. C'est un peu plus long, bien sûr, pas mal plus long, je dirais même, là, parce qu'on n'a pas assez de monde pour pouvoir gérer tous les mouvements qui se passent pendant la journée. Mais ça se passe bien en général. C'est rough and tough, mais ça se passe bien. Les couteaux, la bouteille. Attention! Action! L'histoire du film a drôlement commencé. Michel, il avait une bonne idée de scénario pour écrire un film. Il voulait avoir l'information un peu. Donc, il fait appel à son bras droit qui est Sylvain Beauchamp, qui est un grand copain à moi. Il dit, printemps 2009 arrive, la police arrête beaucoup de motards, beaucoup d'Italiens. Donc, la ville, les territoires sont déserts. Les gangs de rue en profitent et approprient des territoires. Et là, il me dit, il y aurait un petit bar qui est un no man's land, ce qui veut dire qu'il n'y a personne qui a le droit d'avoir la propriété de ce bar-là pour vendre de la drogue à l'intérieur. Que lui, il veut rien savoir que les gangs de rue aussi rentrent dans le bar et se défendent contre eux autres. Puis il part avec cette idée-là, que je trouvais fantastique aussi, parce que ça se rapproche énormément de la réalité de qu'est-ce qu'on vit présentement. Et c'est là qu'il m'a proposé un rôle dans son film. Bien entendu, je ne suis pas un acteur et j'ai jamais été acteur, j'ai jamais fait de film de ma vie ou quoi que ce soit comme ça. Donc encore là, je trouvais ça un peu ça farfelu. Et puis c'est là qu'il m'a dit qu'il y avait un nouveau procédé qu'il voulait essayer, c'est-à-dire de faire un film avec des non-acteurs et des vrais acteurs. Mélanger le melting pot, puis qui était pour essayer ça. Et c'est là qu'on en est présentement. Puis j'avoue que j'aime bien ça.
c'est possible de faire... Éric, sécurité, c'est possible de demander à la police qu'elle s'avance, s'il vous plaît? Ce qui est important pour moi, c'est que vous vous souvenez, à chaque fois qu'on reprend, que vous preniez exactement les mêmes positions. Toi, il faut que tu te mettes l'autre côté, parce que c'est... Mais il y en a-tu qui peuvent être sans rue? Oui, ils peuvent être sans rue. OK, mais c'est ça. Parce que sur le trottoir, ça fait trop... OK, mettez quelques-uns sur la rue. Allez-y, allez-y. Voilà, comme ça. Marchez comme une gang, exact. Je vais te demander de mettre peut-être le quatrième. OK, mets-toi en arrière de lui ici. OK, tu es un des derniers à passer. Ils sont fucked up, là. C'est ça. Voilà. Là, tu le regardes s'en aller. Là, tu rentres. Oui, c'est ça. Reste là 2 secondes. Là, accote-toi. Continue ta scène. Continue ta scène. D'accord? Continue ta scène. Accote-toi. C'est ça, tu le vois. Fais exactement ce que tu faisais tantôt. Là, tu regardes Lou. Et voilà. C'est comme ça que ça va se terminer. Prends ton temps, Dara. Hein? Prends ton temps. Action! Moi, j'ai été barmaid très longtemps, depuis l'âge de 18 ans. Quand j'avais commencé, on commençait à avoir des problèmes avec les petites gangs de rue qui se formaient ici à Montréal. Puis dans ce temps-là, quand on avait commencé à faire de la fouille, parce que justement, il y avait du monde qui rentrait avec des armes, ça prenait des filles pour fouiller les filles. À un moment donné, on m'a demandé si ça me tentait 1 heure ou 2 au début de la soirée d'aller à la porte aider les doorman à fouiller les filles. Puis c'est un peu comme ça que ça a commencé, de me retrouver il y a 6 ans à travailler dans des agences de sécurité. Je suis superviseur de l'Association des partis du Québec. Je suis maintenant le bras droit à Constant Gagné. Puis qui aurait cru, j'aime ça. Coupé. Merci beaucoup. Excellent. Ce soir, il fait frais! Il fait pas froid, il fait frais! Et là, pour l'instant, j'ai mon manteau, puis dans quelques minutes, il va falloir que je l'enlève pour plusieurs scènes. Voilà. Alors, si tu as besoin qu'il sorte de la gang, il faut qu'il sorte ici. OK, Jeff. Parfait, là. Fait que s'il sort ici, ça veut dire qu'il longe le matelas là. OK? Bon, voilà. Ça, c'est placé. Ce qui m'a plu dans le film, c'est sûr, c'est l'action. C'est le fait que, bon, c'est des parties de club. Ça parle de ce qui se passe présentement dans le milieu. C'est dans mon domaine, c'est sûr. Ils voulaient aller toucher la mafia, les gangs de rue, les basics, les bikers, ce genre de choses-là. Il y avait des combats. Je savais que c'était pour être difficile à ce niveau-là. Puis c'est des choses qui m'interpellent beaucoup. On l'a fait un peu en collaboration. Il y a beaucoup de monde qui ont mis le grain de sel là-dedans. On peut dire des experts de la rue, si tu veux, des experts d'Orman, des travailleurs de rue, des travailleurs sociaux. Moi, ben, pour avoir eu des bars pendant des années puis avoir fait ça quand même un bon 20 ans, je peux te dire que ça ressemble pas mal à la réalité de ce qu'on peut voir. C'est sûr que c'est quand même un film, là. C'est pas un documentaire, mais ça peut ressembler beaucoup à ce qui se passe présentement dans le milieu. Hein. Michel avec Hochelaga et allait dans cette chose-là. C'est peut-être aussi pourquoi que j'ai accepté d'aller dans ce projet-là. J'ai bien aimé Hochelaga, je trouvais que c'était réaliste. Et Histoire de peine aussi. C'est 2 films de Michel qui traitent au... C'est comme au Québec, on a beaucoup de difficultés avec la violence. Là. On peut pas parler de ça, on dirait que c'est tabou comme si ça n'existait pas. Action! Let's play for Loose Cannon a little bit. It's more, yeah, that's it. Kid! Michel, ce qu'il trouvait important, c'est que je donne des attributs physiques à chacun de ces personnages, en fonction de leur morphologie puis un peu de leur caractère. Fait qu'il y en a 5. Il y a l'acteur principal qui est Manu, avec aussi Papy, qui gravite. C'est tous des acteurs principaux, mais l'histoire tourne beaucoup autour de Papy puis Manu. Emmanuel Auger, puis Papy qui est Pat Lemaire. Pat, c'est un ancien militaire. Donc, ce qu'il voulait, c'était des techniques de bord, mais un peu de militaire mélangé à ça. Compte tenu que les 5 personnages étaient des camarades de l'armée avant. Plus précisément, là, des chars d'assaut, ce qu'on appelle les crewmen, les hommes d'équipage blindés. Fait que, avec Tank, on lui a attribué, avec sa stature, de la puissance, du lifting. C'est un lutteur.
Tu sais, au début, il rencontre dans une salle de lutte. Fait que, on y était avec des techniques de lifting, de soulevage, de puissance. Le contraire de lui, c'est Shrink, Constant Gagné, qui, lui, c'est la vitesse. Une précision, une vitesse. Fait qu'on lui attribue beaucoup de vitesse. Le personnage de Momo. Momo, ça n'a pas été facile. Momo, c'est un humoriste, un ambulancier dans le film. Alain Nadrou, je le connaissais déjà avant aussi. Puis, c'était pas évident. Qu'on y était avec des techniques d'habileté. Maniement de ceinture, techniques dans des endroits restreints. Pas beaucoup... il n'y a pas beaucoup d'élongation dans ses mouvements. C'est tout compact. Ça va avec son personnage. Pour le personnage du kid, c'était plus difficile. Ça demandait plus d'entraînement. Mais Emmanuel, il est très, 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 très habile. Il apprend vite. Il m'a surpris. Fait qu'il va donner la chance aux cinéphiles de voir du nouveau, en tout cas, en matière de combat, parce qu'il a atteint un degré assez élevé en matière de contrôle. Contrôler 2 attaques au couteau en même temps, c'est pas quelque chose d'évident. Faire du combat au sol, enchaîner des scènes, pas juste une frappe, un bloc, une frappe, c'est quelque chose d'assez spectaculaire, puis jusqu'à présent, il a bien réussi. Il reste Pat, Papy. Papy, c'est un ancien militaire, fait que c'était facile. Fait que j'ai pris un peu de moins, puis j'ai donné un peu à lui, puis c'est de l'impact, la puissance. Il est destroy. Hey! OK, retire-toi. C'est ça. OK, toi, relève-toi, c'est ça. OK. Pat, tu vas reculer un petit peu. C'est ça. Bouge pas, c'est ça. OK, là, OK, maintenant. OK, from here, OK? Some of the guy in front will take off their gun, OK? Ouais, so, go ahead, choose the other. Ben, c'est sûr que mon gars, lui, c'est comme le chef du clan, fait qu'il va avoir un burner, puis les gardes du corps, il faut avoir des burners. C'est qui les gardes du corps? C'est le big qui est en arrière là. Le rouge? Le rouge, Le ouais. rouge. OK. Beaucoup d'artistes de Montréal dans le film. Il n'y a pas juste moi. Il y a presque toutes les personnes que tu vois dans le film, c'est des musiciens ou des DJ ou des breakers, des danseurs. Tu sais, c'est un film qui a utilisé les personnages principaux, on peut dire, pas les plus gros tu sais, à Montréal, mais les personnages principaux à Montréal qui fait partie du film. Puis on est tous contents et fiers d'être dans le film. C'est un bon film, c'est un bon concept. Puis, and it's well done, so we're happy. Bad News m'a approché très vite, il m'a dit qu'il avait potentiellement un rôle important dans un film québécois d'un réalisateur très connu au Québec. Et du coup, j'ai assisté au tout premier meeting. Donc pour en faire une histoire assez courte, j'ai un rôle j'ai un rôle important au niveau du casting, c'est-à-dire la gestion du casting des acteurs qui ont joué les gangs de rue. Bad News a fait appel à beaucoup de gens qui connaissaient, des gens dans le domaine des arts aussi, qui connaissaient un peu ce domaine, qui en faisaient pas nécessairement partie, mais qui connaissaient ce domaine. Et donc du coup, il m'a demandé de l'aider dans la gestion de tout ceci. 157 sur 1, prise 1. Action! Pas encore. Mais j'ai comme le feeling que ça sera pas bien long. OK. Il y a un proverbe chinois qui dit « Peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris ». Donc, on aurait pu parler d'une gang de latinos ou mélanger toutes sortes de monde ensemble, mais ça a tombé que c'est des Noirs qui jouent le rôle. Donc, et je suis content aussi qu'il y ait un modérateur dans le film. Donc, j'amène une certaine légèreté avec moi. Et la vérité, ça aurait pu se faire avec des Vietnamiens. Une guerre contre un pas fin, c'est un pas fin, finalement.
On va parler créole dans le film, on parle italien quand c'est les mafiosos qui sont là. On va parler latino quand même on a des latinos au niveau des gangs de rue. On va parler anglais, on va parler français. Donc, c'est un amalgame d'un peu de tous les gangs de rue qui sont dans le film. Donc, c'est ça, on essaye d'aller chercher un peu de tout au niveau du film. Bum Rush, c'est l'explication qu'on peut donner simple. C'est quand que quelqu'un ou des groupes de gens criminalisés, ça peut être dans d'autres situations, veulent aller chercher le patron, exemple, dans un endroit. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rentrer plusieurs à la fois, 10, 15, 20 à la fois. Ils vont rusher, comme on dit, pousser à l'intérieur d'un club pour faire un chemin, ouvrir un chemin pour que le patron ou les gens qui ont à faire leur job aller chercher le boss de l'endroit. Donc, c'est ça un bum rush en réalité. Attention, silence. OK. Party! Il n'y a pas de continuer les négociations, ça passe, ça casse, ça va pas Une idée géniale de donner au vieux Jebo pas dedans notre ration pack. Le tank, qu'est-ce qu'il va manger? Il pèse 300 livres. Toi, ta réplique qui suit après, c'est quoi? C'est Gars, moi, je suis ça que le major n'arrête pas de me crier dans les oreilles. Le major n'arrête pas de me crier dans les oreilles. On n'avait pas une négociation. Il faut que ça passe, puis il ne savait pas que je suis une gavane de rod dans le nez. OK, c'est rod dans le nez. C'est quoi une rod dans le nez? Oui, oui. OK. Il y a un mot que je comprends pas. Que j'entends pas. Un mot que tu n'entends pas. Toi, Bobby? Pas ici. C'est pas le premier film que je fais avec Michel, c'est mon 3e. Je suis un petit peu honoré, privilégié de faire les films de Michel. Je louange toujours Michel là, en l'adaptant à celui qui fait des films au Québec qui sont très pédagogiques. Ce sont des films qui, à quelque part, traitent de réalité et ce sont des films qui à quelque part, va avoir à passer un message très important et intéressant aux jeunes qui sont un peu indécis dans leur choix de carrière ou dans leur avenir. Alors, Michel, je lui dis bravo pour cette initiative-là, de toujours avoir des films engagés. Il développe des scénarios qui sont d'actualité. Et Michel, ce qui lui focus, là où il focus beaucoup là, dans ses scénarios, c'est de faire de la prévention auprès des jeunes, auprès de gens qui peut-être auraient un avenir indécis. Je pense que Michel, tout comme à l'époque d'Hochelaga, a quelque chose à prouver. C'est un drame social qui se passe dans notre société, ça n'a pas d'allure, tout ce qui arrive, et je pense que Michel veut que les gens en prennent conscience, comme il l'a fait pour Hochelaga quand il a dit, quand on te demande c'est quoi tes couleurs, pourquoi ton fils arrive avec une moto tout à coup, ces choses-là, lui, ça l'intriguait beaucoup. Il y avait des garçons, puis il voulait que les gens comprennent quelque chose. Je pense qu'on en est au même dilemme. C'est quoi une gang de rue? Pourquoi ton petit gars de 10-12 ans aurait envie d'être dans une gang de rue? Qu'est-ce qu'ils cherchent, les jeunes? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont besoin de quelque chose. C'est ça, je pense, qu'il veut faire comprendre à la société. Je pense que mon fils, il fait des drames sociaux, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des messages à passer. Ils sont peut-être durs. C'est des films qui sont pas faciles à prendre, que ce soit Histoire de peine, Hochelaga ou même celui qui s'en vient, Bum Rush. Mais je pense qu'il y a des messages à prendre, que les gens devraient s'arrêter 2 minutes à l'écouter sérieusement. Même si c'est une fiction, Michel a répondu à beaucoup de questions, a répondu à beaucoup de... En fait, il a envoyé un message tellement simple et tellement clair, et c'est ce que moi je retiens à la fin de ce film-là, ça sert à rien d'aller là-dedans, là. Puis les jeunes que j'ai vus, moi je l'ai vu plusieurs fois le film, et je vais encore au cinéma le voir, et le message était, regarde, tu t'en vas nulle part là-dedans. Tu t'en vas nulle part parce que la fin est pareille pour tout le monde, et c'est une roue qui tourne tout le temps. Le message est tellement clair dans ce film-là, là, c'est extraordinaire. Ah, vous êtes là, vous? Vous savez, avec mon métier, j'ai pas toujours le temps de bien manger. C'est pourquoi j'utilise le vin rouge. Grâce au vin rouge, je me soutiens durant la journée.
Merci. 3 ou 4 litres, naturellement. Merci, monsieur, merci. Non, vous avez 3 bouteilles juste avec Manu, là. Ah, excuse, ben oui. Chacun son premier. Yahoo! Tous les acteurs, les artisans qui font partie de la production ne sont pas rémunérés présentement. On va l'être si le film connaît du succès au box-office. C'est pour ça qu'on va inviter les gens à aller voir le film et surtout à payer le prix d'entrée. C'est ça. Et là, je veux juste refaire un autre répète. Je vais vous demander une chose. Je vais vous demander vraiment un beat cette fois-là. OK, vas-y. Schlack. Schlack. OK, là, tu as vraiment le beat, tu sais. Il y a comme un... Puis toi, Puis là, en fait, ça va être comme... Toi, tu regardes... Aussitôt qu'il fait ça, Klein... Exact, c'est ça. C'est peut-être pour ça aussi que ça donne un petit côté plus personnel au film, puisqu'on se sent impliqué à part entière dans ce projet-là. T'sais. On sent qu'on est une petite compagnie, puis on travaille tous du même côté pour être capable que la compagnie en question puisse avoir des redevances éventuellement, puis connaître du succès. C'est bien, 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 bien le fun. Sur Manu, après ça, les moteurs. Et après? C'est la scène ici. OK, mais là, Paul Dion, il est supposé être dans cette scène-là. Non. Je sais, je l'ai vu dans le scénario. C'est impossible. Il part à la recherche de lui après. C'est impossible. C'est une coquille dans le scénario, ça. Oui, mais c'est parce que là, on a tourné quelque chose non. dehors. Mais non, Quand il sort, oui. À quoi? Quand il sort dehors, à l'auto, puis que là, c'est lui qui l'arrête, le noir qui essaye qui le suit. Paul Dion, il est là. Ah oui! Ah oui, c'est vrai. Parce que quand il cherche la scène 19, Michel, c'est avant. Oui. OK. C'est pas grave. Faut qu'il soit en dedans, là. Ouais. Sinon, il fait pas pop, là, de même dehors. Oui. Oui, absolument. Tu as raison. Alors, ça va être dans le prochain plan. J'ai voulu créer ce film-là dans le moment où ça se passait. Alors, c'est aussi incroyable que ça puisse paraître, là, avec le peu de moyens qu'on a. Les choses se sont produites, les choses se sont manifestées. On est en train de terminer un long métrage quasi infaisable avec l'équipe qu'on a. Et grâce à Louise qui a fait un travail, Louise Sabourin qui a fait un travail colossal, je veux dire, c'est pas possible, c'est difficile à imaginer l'ampleur, la masse de travail qu'elle a eu à faire. C'est-à-dire, ces journées se terminaient, c'est probablement pas loin du 18 heures par jour, avec une gestion quasi inimaginable, tu sais. Et si elle n'avait pas été là, ben, le film aurait pas pu fonctionner, tu sais. Je veux dire, ça a été la pierre angulaire, ça a été la personne qui a tout fait fonctionner d'une certaine façon, tu sais. Écoute, Louise et Michel font un travail exceptionnel. Je vous le disais précédemment, ils font le travail de 20 personnes, ils sont 2. Ils n'arrêtent pas, puis tu le sens entre ces deux-là. La prise à l'arrêt sont vraiment très, très, très ensemble. Puis je vais te dire, nous, on va faire des 12-13 heures, puis ils vont rester, ils vont demeurer ici. Là. Ils dorment pas, ces gens-là n'ont pas de vie pour l'instant. Tout est axé sur le film, c'est leur bébé. Tu veux juste te greffer, tout le monde se greffe à ça, tu essaies d'apporter ta participation. Écoute, je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui s'offrent pour te maquiller. Tu vas donner un coup de main au craft. Si je peux aller faire des toasts pour les aider, je vais le faire. Écoute, ils t'amènent cette énergie-là. Quand tu vois ce couple-là, avec ce projet-là, à quel point ils y croient, à quel point ils mettent du cœur. Écoute, reste avec nous toute la journée, tu vas comprendre. Cette énergie-là, là, c'est partagé. Là. Tout le monde s'entraide, puis c'est parce qu'on a le meilleur des exemples. Wow, Bonnie and Clyde, c'est un couple extraordinaire qui vont tellement bien ensemble, qui se complètent magnifiquement bien. Au niveau de la production, de la réalisation, de la scénarisation, au niveau de l'esprit de travail, ce sont des gens extraordinaires. C'est un bonheur, je me répète, mais c'est un vrai bonheur de travailler avec ces gens-là. Ils ne mettent pas de pression, ils nous expliquent les choses correctement. C'est toujours fait avec une simplicité incroyable. C'est pour ça que j'ai pas de difficulté à savoir qu'ils ont pu monter une équipe aussi efficace que ça, parce que ce sont des gens, des rassembleurs, des gens qui sont capables de rassembler les autres puis de créer une chimie avec des gangs de rue, des Italiens, des motards, tout ça mis ensemble.
Mon premier rêve, c'est de faire du skateboard. Là. Mon deuxième, c'est de jouer du drum dans un groupe métal. Puis en grandissant, j'ai voulu faire des films de skate en écoutant de la musique métal dessus. Pour ça, j'ai fini de faire des films. Mais non, mais c'est sûr qu'on te dit, veux-tu faire un film? Tu sais, je veux dire, c'est comme, c'est oui. Tu sais, je veux dire, on fait ce métier-là pour... C'est un peu... sans catégoriser les choses, c'est un peu le summum, tu sais, quand tu travailles là-dedans, de faire un film, tu sais. Puis le défi qui s'offrait à nous de toucher à tous ces côtés-là, tous ces aspects-là, tu sais. Est-ce qu'il y a beaucoup de grands monteurs de films à Montréal? Bien, je ne suis pas un grand monteur, mais des monteurs de films à Montréal qui ont fait tous les effets, tout le montage, le offline. Bien, j'ai fait l'offline puis avec Louise, mais le offline, le online, on a fait le DCP, on a fait le logo, la colo, ainsi de suite. Tu sais. Ça, j'ai tellement appris à faire ça dans toutes ces facettes-là que c'est ça. Puis écoute, l'histoire, moi être au Kingdom, entouré là, de ce monde-là, c'était un peu irréaliste, tu sais. Puis comme je disais, c'est mon genre de film. Là. Moi, je suis un type Soprano, Goodfellas, ainsi de suite. Fait que non, c'est venu me chercher tout de suite. Tu sais. Il y avait tous les ingrédients qui étaient là pour faire une bonne sauce à spaghette, piquante, intéressante, savoureuse. Et, sinon, c'était direct dans mes cordes. L'approche de Michel, en fait, ça a commencé au tournage parce que il m'avait d'abord approché pour faire quelques journées, peut-être pour faire de la prise de son. Donc, j'ai fait la prise de son 2 journées dans le film avec Bobby O'Malley. Lui, finalement, c'est lui qui a fait tout le son en prise de son. Moi, j'ai juste fait 2 journées. Mais après, j'avais parlé, bien, comme je ne peux pas vraiment t'aider en prise de son, moi, je fais de plus en plus de montage, vu que j'ai offert, bien, je pourrais faire le montage sonore de ton film. Donc, c'est resté un peu sur la glace le temps du tournage et tout ça. Mais après, il m'a rappelé quand c'était le temps de la post-production. Il m'a dit, tu es toujours intéressé? Il dit, oui, je suis toujours intéressé. Donc, il m'a amené le projet. On a embarqué ici, puis on s'est installé. Ce qui m'a intéressé, la façon que le projet a été démarré, c'est que c'est vraiment... il y a le côté artisanal de ça. Le côté artisanal d'un point de vue positif, c'est que... on dit souvent, on se fait des films, là, on va d'un sous-sol à un autre. On va chez quelqu'un avec son installation indépendant, on va chez quelqu'un d'autre indépendant, son système. Puis ce qui est intéressant de ça, j'en parlais avec un ami dernièrement, c'est que ça permet d'avoir une implication de chaque personne. Quand tu vas dans une boîte, des fois, ils te font le travail, tout est propre, tout est bien fignolé souvent, mais tu n'as pas toujours la même implication des gens qui travaillent parce que c'est une machine, c'est plus une compagnie qui travaille derrière avec des intérêts de compagnie. Alors que quand tu es indépendant, bien, c'est ton nom directement qui se retrouve. Fait que quand tu vois ton nom sur l'affiche, bien, c'est ton travail à toi qui est là. Donc, moi, je crois que dans l'indépendant, tu as une implication qui est plus grande de chaque intervenant. Puis, c'est aussi le fun d'avoir un contact direct avec le directeur, le réalisateur, avec... le directeur photo, le compositeur. Quand on a commencé sur les bandes annonces, bien, il y avait Michel sur le divan avec Charles, puis on passait des soirées, on se commandait une pizza, puis on s'installait, puis on faisait le travail. Donc, c'est une approche plus conviviale, puis je pense on perd moins de temps dans le flafla, puis on touche plus à la matière en faisant ça. D'abord, il y a expérience humaine, parce que la façon qu'on a travaillé, comme je disais, de sous-sol, contact direct. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai beaucoup aimé travailler sur le film et juste discuter de façon générale. Donc, ça, je trouve ça important parce que des fois, sur les films, on perd un peu cette dimension humaine. Puis au niveau technique, ben, c'est justement de faire des scènes qui deviennent assez compliquées, finalement, au niveau sonore. Donc, avoir plusieurs effets qui jouent en même temps, avoir des ambiances, des éléments, justement, pour qu'on puisse dire, bon, là, on va donner l'importance à cet élément-là, puis à cet élément-là. Puis ça, c'est quand même un défi parce que quand on fait un film, mettons, qu'on dirait plus contemplatif, là, où 2 personnes se parlent dans une chambre et qu'il y a plus ou moins d'action. On a moins ce problème-là, c'est-à-dire qu'il y a moins d'éléments ensemble, mais il faut faire peut-être plus attention aux éléments qu'on choisit cependant, parce que là, on sait qu'on a peut-être 4-5 ambiances qui jouent en même temps. Donc, c'est un défi qui est différent. Puis c'est un projet vraiment différent, parce que j'en ai pas fait tant que ça, des films d'action comme Bum Rush. Dans la proposition de Michel et de Louise, il y a du gambling. Hein? Ça ressemble à, on devient un peu
pas les personnages du film, mais il y a du gambling là-dedans. La seule proposition qui est différente dans la proposition de Michel puis de Louise, c'est de participer aux revenus. Mais c'est du gambling. Ça va-tu marcher? Ça va-tu pas marcher? Bon, si on se base sur les recettes qui ont été faites à... Michel n'est pas un débutant. Il a déjà fait 2 autres films qui ont fait passablement de recettes au box-office. Alors, c'est sur des données comme celle-là qu'on prend une décision, à savoir que demain, quelqu'un qui arrive de nulle part, qui proposerait ce type de démarche-là, on ne peut pas embarquer dans tous les films de cette façon-là. C'est un coup de dé, d'embarquer dans la démarche qui a été proposée par Louise et Michel, de participer aux bénéfices. Là où je trouve ça moins indécent, c'est qu'il y a des gens qui nous proposent de travailler dans des films soit en différé, puis s'ils font de l'argent, t'es payé au salaire minimum. En tout cas, il y a une forme d'indécence, puis c'est de plus en plus courant. Évidemment, dans la proposition de Louise et Michel, on a accepté d'embarquer dans ce projet-là par rapport à ce qu'il y avait avant, par rapport à ce qu'il y avait là. Alors, on ne sait pas, l'avenir nous dira qu'est-ce qui est arrivé avec le film ou qu'est-ce qui arrivera avec le film. Maintenant, je fais un backup, puis là, je vais te faire écouter le cue. Fait que, mets-toi les headphones. T'es-tu du bon bord? Il y a un left-right là-dessus. Right, c'est bon. Je crois que le fait qu'on se connaisse depuis très longtemps, puis aussi une question d'expérience, je crois, de ma part, lorsque moi j'ai l'impression que ça marche, souvent, et lui aussi il trouve que ça marche. Quand moi je suis pas super content, lui il dit ouais c'est cool, mais pas de cigare. Puis quand par souci de paresse totale, je lui propose quelque chose que je sais qui marche pas, ben il me regarde, il dit back to the drawing board, kid. C'est assez intéressant comme processus de travail. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment cool dans ce film-là, qui est très rare, c'est que la musique est... L'essence du film est hip-hop. C'est que la musique, elle peut se permettre de brasser pas mal, dans certains cas. Et on est dans une situation de bar. Okay? Il y a une musique qui joue dans le bar. Alors là, c'est la toune qui nous a été donnée par un des artistes qui contribue au film. Alors la toune, elle joue pendant 2 minutes. T'es là, t'es dans le bar, il y a de l'action qui se passe. La musique est placée dans le bar comme une toune de bar, comme si t'étais assis dans un bar et t'entendais de la musique. T'es dans le film, t'écoutes de la musique de bar, musique source. Si t'étais Godard, tu dirais la musique extradiégétique, c'est le terme qu'ils utilisent. Non, intradiégétique, j'oublie toujours. C'est un ou l'autre. Enfin, intra, c'est dans le film, extra, c'est à l'extérieur. Alors, un des deux. Anyway, ce qui se passe, c'est que cette musique de source, qui est la musique du bar, moi je la prends, puis je pars de ça pour faire la musique du film. Donc, le scoring, la musique originale, à un moment donné, il y a une action qui se passe qu'on va avoir une musique originale qui appuie la dramaturgie de l'instant. Une technique traditionnelle serait de baisser la musique du bar, le niveau, puis là, d'amener, surimposer une musique nouvelle, qui est la musique du film, la bande originale du film, par-dessus. Ça, on a entendu ça dans plein de films, partout. C'est très traditionnel, c'est une façon de procéder qui fonctionne. Moi, j'ai décidé de faire d'autres choses. Moi, j'ai demandé aux artistes qui nous ont fourni les tunes de nous offrir leurs tunes en pièces détachées. Ceux que je savais que j'en avais besoin, ils m'ont donné leur tunes, ils appellent ça en stems. Là, donc, j'ai la basse, le vocal, les guitares, tout est séparé. Fait que là, la minute que ça se transforme en dramaturgie, moi, je prends leur tune, là, je travaille avec leur chanson pour créer, là, je surimpose. C'est comme un remix total de leur tune. Si je faisais un remix là, de leur tune, je pourrais pas faire plus. C'est ça que je fais. Puis à la fin, c'est plus leur tune, pas en tout. Là. Plus qu'on avance dans la séquence, leur tune s'efface, puis ça devient la musique de la bande originale. Mais c'est pas surimposé et c'est transparent comme transition. C'est une métamorphose. Puis, à un moment donné, tu sais pas, c'est quand qu'il y a un switch, t'es pas sûr. Parce que moi, des fois, je prends des éléments de leur chanson et je les réenregistre
je les double, je les change, je les transforme, je surimpose un beat par-dessus leur beat. Fait que quand leur beat s'en va puis c'est le mien, c'est pas toujours évident. Je remercie d'ailleurs les artistes qui ont été de leur générosité, parce qu'il faut quand même avoir une certaine confiance ou une certaine générosité à laisser quelqu'un d'autre triturer ta musique de cette façon. Ben, c'est sûr que je m'en vais à la première avec une veste par balle. Là. Il y a faire le film, ce qui a été un succès extraordinaire, facile pour tout le monde, sauf Michel et Louise, parce que c'est eux autres vraiment qui avaient le gros du travail. Et après la mise en place, la mise en marché de ce film-là, qui était la partie la plus difficile. Développer la mise en marché de ce film-là, ça a été un travail extraordinaire. En fait, comme au tout début, Forban, on est obligé de trouver des gens qui veulent travailler avec nous gratuitement. On est obligé de trouver des gens qui veulent imprimer gratuitement. Et on les a tous trouvés, ces gens-là. On les a vraiment tous trouvés. Mais vient un moment donné que tes contacts ne sont plus assez. Il y a des gens extraordinaires qui ont travaillé dans le film, que ce soit les gens de relations publiques qui appelaient les médias et tout ça. Les noms m'échappent, mais il y a vraiment des gens extraordinaires qui l'ont fait. Mais à un moment donné, où est-ce qu'on s'est rendu compte que c'est l'argent qui doit parler? C'est quand tu es obligé d'acheter du temps d'antenne, quand tu es obligé d'acheter pour être vu dans les journaux, les seuls gens qui nous ont pas aidés, parce que les cinémas, les gens qui louent les caméras, tout le monde a embarqué dans ce projet-là. Mais vient un temps où est-ce que tu es obligé de sortir de la vraie argent. Et dès le début, on n'en avait pas de la vraie argent, tu sais. Et c'était trop facile à partir de ce moment-là de prendre pas un producteur, mais un distributeur qui existe déjà, et dire, bon, ben là, parce que vous avez dérangé, parce que vous avez pratiquement réussi, on s'en vient, puis on va le mettre. Non, parce que il faut payer tous ces gens-là de notre façon, dans notre système qu'on a créé. On ne pouvait pas s'en aller là-dedans. C'est la partie la plus étrange de ce projet-là. Ça prenait un petit peu plus d'argent que ça, parce que les contacts ne font plus assez. Mes grandes attentes, ce serait que les artisans qui ont travaillé le modèle que Louise a développé puissent leur être bénéfiques aussi. L'événement marquant, c'est définitivement le décès tragique de Bad News Brown. On a tous été complètement atterrés, puis bouleversés, démolis par ce qui est arrivé. Ça demeure un grand mystère, puisque Bad News a été un collaborateur extraordinaire. C'est un gars qui est reconnu dans le milieu pour avoir d'ennemis. C'est un gars qui a aidé tellement de musiciens sur la scène hip-hop, urbaine. C'est un personnage c'est un bonhomme d'une grande intelligence et d'une grande sensibilité. Fait que, puis, le côté spécial de Bum Rush, c'est que c'est une collaboration à travers plusieurs communautés. Le film s'est construit à travers la communauté des portiers à Montréal, c'est construit à travers la communauté hip-hop urbaine, les musiciens de Montréal aussi, à travers Bad News Brown, qui nous a recruté un paquet de monde, qui a donné le casting en partie dans le film. Donc, des Italiens, des Jamaïcains, des Haïtiens, des Québécois, tout mêlé, tout ça a contribué. Toute cette grande famille-là, c'est devenu une grande famille, a contribué à faire un film bien particulier. C'est peut-être le côté le plus extraordinaire de cette aventure-là, c'est cette communion-là entre les gens qu'il y a eu pour arriver à une œuvre artistique tout de même. Et Bad News Brown, ça a été un des joueurs clés là, dans la production. Et son décès, on n'en revient pas encore. Je veux dire, tout le monde est complètement subjugué par la chose. Là, fait que ça demeure l'événement marquant et le film, on lui rend hommage à la fin du film aussi. Ça va de soi. On a vécu une tragédie au mois de février. Qui était complètement surréaliste. Je m'attendais à sortir des albums avec cet artiste jusqu'à ce qu'il ait 70 ans et pas de m'arrêter comme ça à l'âge de 30-34 ans brutalement et devoir faire une gestion posthume de mon artiste
Donc je vous avouerai que je suis encore sous le choc, mais j'ai pas vraiment pris une seconde pour m'arrêter, dans le sens où il y a toujours une expression dans ce domaine qui dit « the show must go on ». Donc pour moi, c'était une légende, c'était quelqu'un qui était unique et il fallait continuer à faire vivre son art. J'ai une 60aine de chansons qui ne sont jamais sorties, qui ont été enregistrées super professionnellement. Donc j'ai de quoi faire survivre l'identité et puis le son de l'artiste dans les années à venir et de manière assez spectaculaire. Dans des sphères musicales assez variées aussi. Donc ça c'est vraiment cool. Du coup c'est ce qui m'a réconforté un peu suivant son décès, c'est-à-dire que j'ai pas dû juste tourner la page parce que ça aurait été vraiment un choc encore plus brutal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a laissé, on a travaillé tellement vite, on a essayé de produire tellement de choses qu'il y a du bagage derrière et ça me réconforte tous les jours de travailler sa matière, de le voir à mon écran d'ordinateur, de préparer des choses, des sorties d'albums. Ça m'a beaucoup réconforté d'organiser ce spectacle hommage qui a lieu au Métropolis ce soir. J'ai regroupé, j'ai pris un peu le temps pour organiser cet événement-là. On n'a pas voulu foncer à faire un spectacle hommage dans les semaines qui suivaient son décès. On s'est dit, on savait que son anniversaire était début mai. Aujourd'hui, on est le 8 mai. C'est une journée spectaculaire. Il n'y a pas un pet de nuages dans le ciel et je sais que Bad News est avec nous. C'est son anniversaire et donc on s'est dit il n'y a rien de plus symbolique que de faire ça un spectacle hommage le jour de son anniversaire. Là, on est tous dans le même bateau. C'est comme on est tous investisseurs du film, donc on veut tous que ça marche. Oui, il y a un film au bout du compte, mais il y a toute une histoire alentour que les gens ont vécu pour faire ce produit-là, qui est le film. En fait, aussi, le résultat du film aussi, je veux dire, écoute, c'est vraiment étonnant. Là, je veux dire, la plupart des comédiens sont des non-comédiens. Et les comédiens aussi sont excellents. Puis, écoute, tu sens pas le jeu, ou à peu près pas le jeu de ces gens-là. Le résultat est exceptionnel aussi, selon moi. Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Bon sang. La première fois de ma vie, je me sens léger comme ça. Les boys. Oh! Ouais, merci. Donc, Colin. Ouais. Merci. Oh! Bon, ben, c'est, ouais. Merci beaucoup. Alors, j'imagine qu'il faut que je sauve ça. Ça va marcher. Le vœu va marcher, je vous le garantis.